votre présence compte énormément pour nous. Dites-nous depuis quel coin du globe vous nous regardez. Nous aimons connaître notre portée mondiale. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1, le dernier dîner. Devon Mercer fixa les couverts parfaitement disposés sur la table de la vaste demeure de ses beaux-parents, dans le Connecticut. Les verres en cristal captaient la lumière du lustre tandis que sa femme, Vanessa, voltigeait dans la salle à manger, touchant des épaules et partageant des rires avec sa famille. Thanksgiving avait toujours été l'événement majeur de la famille Harlow, une démonstration de richesse, de relations et de hiérarchie tacite. À 42 ans, Devon se sentait toujours comme un étranger parmi les Harlow, malgré 7 ans de mariage. Il venait de rien, élevé par une mère célibataire dans l'Ohio rural, avait fait ses études grâce à des bourses et avait bâti son cabinet de conseil en architecture à partir de zéro. Ces réalisations ne signifiaient rien pour les Harlow, qui mesuraient la valeur en nom de famille et en fonds fiduciaires. Sa belle-mère, Béatrice Harlow, s'approcha avec un verre de vin. « Devon, mon cher, pourquoi n'aiderais-tu pas Thomas à apporter plus de chaises? Nous en manquons. » Thomas, le frère cadet de Vanessa, lança un sourire narquois à Devon. À 33 ans, Thomas n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, vivant de la fortune de ses parents tout en se faisant passer pour un capital risqueur. « Bien sûr, Béatrice, répondit Devon, en posant son verre. Dans la salle de stockage, Thomas était adossé à un mur. « Alors, comment vont les affaires? » Toujours en train de dessiner de petits bâtiments. Devon ignora la pique, attrapant 2 chaises pliantes. « Le conseil en architecture, ce n'est pas dessiner des bâtiments, Thomas. » « Mais oui, les affaires vont bien. Nous venons de décrocher le projet Westlake. Papa dit que ce projet va couler. Ralentissement économique et tout. » Thomas examina ses ongles manucurés. « Je suppose que tu ne connais rien aux prévisions du marché. » Avant que Devon ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un texto de son associé Liam. « Ils ont accepté notre offre. Nous avons battu Henderson Group. On fête ça demain. » Un sourire rare traversa le visage de Devon. Le groupe Henderson était leur plus grand concurrent, dirigé par Preston Henderson, l'ex-petit ami de Vanessa et l'homme que sa famille avait toujours préféré qu'elle épouse. Lorsque Devon revint dans la salle à manger, l'atmosphère avait changé. Les visages se tournèrent vers lui avec des expressions particulières. Pitié, amusement, malaise. Vanessa se tenait en bout de table, un verre de vin à la main, en plein discours. Je veux dire, les applications de rencontres ont un taux de réussite de 99% de nos jours. Il est l'échec à 1%. Elle rit, pointant directement Devon. La pièce se tut alors que Devon restait figé, tenant les chaises pliantes. « Oh, chérie, continua Vanessa, sa voix sirupeuse de fausse affection. Je racontais juste à tout le monde notre meet cute. Tu sais, l'erreur de mariage. » Frédéric Harlow, le beau-père de Devon, se racla la gorge avec malaise. Peut-être devrions-nous servir la dinde. Mais Béatrice intervint déjà. Eh bien, ma chérie, tu pourrais toujours te mettre à niveau. Preston vient de finaliser son divorce et il s'enquérait de toi au club. La pièce éclata de rire. Devon posa les chaises en silence. Cette année de petite pique d'être l'étranger, de voir la transformation progressive de Vanessa, de la femme qui avait autrefois aimé son ambition à quelqu'un d'embarrassé par sa présence. Tout s'est cristallisé à ce moment-là. Devon. Vanessa appela, remarquant son expression. C'était juste une blague. Sans un mot, Devon monta à l'étage dans leur chambre d'amis. Il fit sa valise méthodiquement, posa son alliance sur la commode et sortit par la porte d'entrée. Derrière lui, il pouvait entendre Vanessa l'appeler par son nom, puis minimiser son départ auprès de sa famille. Il est tellement sensible parfois. Il reviendra. Il ne reviendrait pas. Chapitre 2. Fantômes et fondations. 3 semaines après Thanksgiving, Devon était assis en face de son avocat dans le centre-ville de Boston, une ville délibérément choisie pour sa distance du Connecticut et de la sphère d'influence des Harlow. « Vous êtes sûr de cela ?» demanda Martin Wolf, ajustant ses lunettes. Disparition complète. Nouvelle identité. C'est extrême, Devon. J'en suis sûr. Devon fit glisser un dossier sur le bureau. Les Harlow ont des relations partout. Si je divorce simplement de Vanessa, ils feront en sorte que je ne travaille plus jamais dans l'architecture.
Frédéric m'a déjà menacé en ce sens lorsque j'ai refusé de céder ma société à leur fonds familial l'année dernière. Martin soupira. Votre entreprise décolle enfin. Le projet Westlake à lui seul vous assurerait. Il trouverait un moyen de prendre cela aussi. La voix de Devon se durcit. J'ai passé 7 ans à observer leur fonctionnement. Ils m'écraseront par dépit. Après avoir signé les papiers, Devon se rendit à son hôtel. Son téléphone vibrait constamment. Vanessa, Liam, des clients. Il ne répondit à aucun d'eux. À minuit, il jeta son téléphone dans le port de Boston et le regarda couler. En février, Davis Morgan existait sur papier, nouveau numéro de sécurité sociale, permis de conduire, antécédent. Son diplôme d'architecture ne pouvait pas être transféré, mais ses connaissances restaient. Il accepta un emploi de dessinateur dans un petit cabinet à Portland, Oregon. Le propriétaire, Russell Bergen, reconnut le talent quand il le vit. « Vous êtes surqualifié », dit Russell après le premier mois de Devon. « Je ne sais pas ce que vous fuyez, mais votre travail est exceptionnel. »« Je cherche juste un nouveau départ », répondit Devon. « Eh bien, votre nouveau départ vient de vous valoir une promotion. Un poste d'architecte junior s'est libéré. Il est à vous si vous le voulez. » Le nouvel appartement de Devon était petit, un studio au-dessus d'une librairie dans un quartier de Portland gorgé de pluie. Rien à voir avec la spacieuse maison du Connecticut qu'il avait partagée avec Vanessa. Mais pour la première fois depuis des années, il dormit sans le poids de l'inadéquation qui pesait sur sa poitrine. Lors de nuits particulièrement sombres, il s'autorisait à se souvenir de l'apparence de Vanessa lors de leur première rencontre, véritablement intrigué par l'architecte ambitieux venu de nulle part. Combien cela avait changé après le mariage, lorsque les attentes de sa famille avaient commencé à éclipser leur relation. La prise de conscience progressive qu'elle le considérait comme un projet, pas comme un partenaire. 6 mois après sa disparition, Devon vit son propre visage sur un avis de disparition en ligne. L'histoire le dépeignait comme potentiellement instable mentalement, peut-être un danger pour lui-même. Les Harlow avaient tissé un récit d'un homme qui ne pouvait pas gérer la pression des affaires, qui avait abandonné son entreprise prospère et sa femme aimante. Sous l'article se trouvait une citation de Preston Henderson, désormais identifié comme l'ami de longue date de Vanessa. « Je suis profondément préoccupé pour Devon. Nous avons une rivalité professionnelle, mais je ne souhaiterais jamais ce genre de dépression à personne. » Devon ferma le navigateur et retourna à sa planche à dessin. Qu'il le croit brisé. Il construisait quelque chose de nouveau. Chapitre 3. Renaissance de ses cendres. 5 ans après sa disparition, Davis Morgan devint associé chez Bergen Architecture. Ses conceptions modernistes distinctives avec des éléments durables avaient attiré l'attention dans tout le nord-ouest du Pacifique. Des magazines présentaient son travail. Les clients le recherchaient spécifiquement et sa réputation s'étendait au-delà de Portland. « Vous devriez envisager de créer votre propre entreprise », suggéra Russell pendant le déjeuner. « Vous nous avez dépassés, Davis. » Devon, maintenant habitué à son nouveau nom, secoua la tête. « J'apprécie ce que vous m'avez donné, Russell. Le partenariat est plus que suffisant. » La vérité était plus compliquée. Lancer une entreprise sous son propre nom augmenterait la visibilité. Même avec sa nouvelle identité, un architecte de haut niveau pourrait attirer une attention indésirable. Les Harlow n'avaient pas cessé de le chercher, non pas par inquiétude, mais pour protéger leur récit et récupérer ce qu'ils considéraient comme leur propriété. Son partenaire silencieux dans la disparition, Martin Wolf, envoyait des mises à jour annuelles par le biais de canaux sécurisés. Vanessa avait demandé le divorce par contumace après 2 ans, se présentant comme l'épouse abandonnée. Elle avait également épousé Preston Henderson l'année suivante, consolidant l'empire architectural que les Harlow avaient toujours souhaité. Ils avaient maintenant un enfant, un garçon de 3 ans nommé Alexander. Liam avait été contraint de vendre leur ancienne entreprise à vil prix, écrasé par les relations commerciales des Harlow après la disparition de Devon. Rien de tout cela ne touchait plus Devon. Davis Morgan avait construit une vie sans l'ombre d'inadéquation qui avait suivi Devon Mercer. Le jour du 7e anniversaire de sa disparition, Devon reçut un message inhabituel de Martin. Ils ont embauché un enquêteur spécialisé. Soyez prudent. 3 semaines plus tard, alors qu'il examinait les plans d'un éco-resort dans l'État de Washington, l'assistante de Devon l'interrompit. Il y a quelqu'un qui insiste pour vous voir, Monsieur Morgan. Une femme nommée Nina Reeves dit qu'il s'agit d'une commission privée. Le nom ne lui disait rien.
Faites-la entrer. La femme qui entra n'était pas une cliente potentielle. Svelte, dans la mi-trentaine, avec des yeux intelligents qui évaluaient tout. Monsieur Morgan, ou devrais-je dire Monsieur Mercey? L'expression de devant resta neutre. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Nina déposa un dossier sur son bureau. Il y a 7 ans, vous avez disparu après un dîner de Thanksgiving. Votre femme vous cherche depuis lors. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis à Portland depuis près d'une décennie. Nina sourit. Votre documentation est impressionnante, mais les logiciels de reconnaissance faciale se sont considérablement améliorés. Un magazine de design vous a présenté au Seattle Architectural Showcase le mois dernier. Les algorithmes vous ont trouvé. Devon se pencha en arrière. Que voulez-vous? J'ai été embauché pour vous trouver. Maintenant, c'est fait. Elle se leva. Ils seront là demain. Je leur ai donné votre adresse et votre lieu de travail. Et que vous attendez-vous à ce qu'il se passe? Nina fit une pause à la porte. Cela dépend si vous fuyez toujours, Monsieur Mercey. Pour ce que ça vaut, ce qu'ils vous ont fait était inexcusable. Mais 7 ans, c'est long pour tout le monde. Après son départ, Devon resta immobile, fixant l'horizon de Portland. Cette année de construction minutieuse, une nouvelle identité, une nouvelle vie, une nouvelle réputation, tout cela s'effondrant potentiellement avec un seul algorithme de reconnaissance. Il envisagea de fuir à nouveau. Il avait des plans d'urgence, une autre identité, des comptes sous différents noms. Mais fuir signifierait reconstruire à partir de zéro une fois de plus. Non, Devon Mercey avait fui une fois. Davis Morgan ne le ferait pas. Cette nuit-là, il appela Martin Wolf pour la première fois depuis des années. Ils m'ont trouvé. Je sais. Nina Reeves est minutieuse. Que vas-tu faire? Me préparer. La voix de Devon était calme. Il est temps de mettre en œuvre le plan d'urgence. Oméga. Oméga. Martin sembla alarmé. C'était votre scénario de la Terre brûlée. Est-ce vraiment nécessaire? Ils viennent à ma porte, Martin. Après 7 ans de liberté, ils veulent me ramener dans leur monde. Que suggérerais-tu? La ligne resta silencieuse pendant un moment. Très bien, Oméga. Que ce soit. J'activerai les protocoles immédiatement. Merci, Martin. Devon, dit Martin doucement. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que la vengeance est un chemin qui change le voyageur autant que la destination. Devon raccrocha et se tourna vers son ordinateur. À l'aube, il avait tout mis en branle. Lorsque les Harlow et leur entourage arriveraient, ils ne trouveraient pas l'homme brisé qu'ils attendaient, mais quelque chose de bien plus dangereux. Un homme qui n'avait plus rien à perdre et 7 ans de planification calculée derrière lui. Chapitre 4. Visiteurs indésirables. À 10h17 précise, l'ascenseur menant à l'étage de Devon sonna. Il était assis à son bureau en train de réviser des plans lorsque la voix de son assistante se fit entendre par l'interphone. Monsieur Morgan, il y a plusieurs personnes ici qui insistent pour vous voir. Une Madame Henderson, Monsieur Henderson et d'autres. Ils n'ont pas de rendez-vous. Faites-les entrer, Allison, répondit calmement Devon. La porte s'ouvrit et cette année s'effondrait en un seul instant. Vanessa entra en premier, toujours élégante à 42 ans, bien que des lignes de stress encadrent maintenant ses yeux. Derrière elle venait Preston Henderson, plus gris à ses tempes, mais portant la même expression assurée dont Devon se souvenait. Suivant, il y avait Thomas Harlow et, étonnamment, Liam Bennett, l'ancien associé de Devon. Devon. La voix de Vanessa se brisa sur son nom. Ses yeux étaient rougis, son mascara légèrement baveux. C'est vraiment toi. Devon se pencha en arrière dans sa chaise, les observant avec un détachement clinique. C'est Davis, en fait. Davis Morgan. Il se tourna vers son assistante, planant près de la porte. Al. Lison, pourrais-tu filtrer mes appels pendant la prochaine heure? Après le départ d'Allison, qui referma la porte derrière elle, le silence s'installa. Preston fut le premier à le rompre. Tu as bien réussi, Mercey. Belle petite affaire ici. Bergen & Morgan est le 3e cabinet d'architectes du Nord-Ouest Pacifique, répondit Devon d'un ton égal. Difficilement une petite affaire. Vanessa se rapprocha, tendant la main vers son bureau. Devon, s'il te plaît. Nous devons te parler.
C'est important. Assez important pour me traquer après 7 ans. Devon garda une voix neutre. Qu'est-ce qui pourrait être aussi urgent? Notre fils, murmura Vanessa, les larmes aux yeux. Alexander est malade. Très malade. Il a besoin de toi. L'expression de Devon ne changea pas. Tu veux dire votre fils avec Preston? Ça ne me concerne pas. C'est ce que nous devons te dire, intervint Liam en s'avançant. Alexander est ton fils biologique. Pour la première fois, le calme de Devon vacilla. Expliquez-vous. Vanessa s'affaissa sur une chaise en face de son bureau. Après ton départ ce soir-là, j'ai découvert que j'étais enceinte. D'environ 6 semaines. J'ai essayé de te retrouver, mais tu avais complètement disparu. La mâchoire de Preston se serra. Quand nous nous sommes mariés, j'ai accepté de l'élever comme mon propre fils. Le timing était parfait. Personne n'a rien remis en question. Et maintenant, il est malade, ajouta Thomas. Une leucémie myéloïde aiguë. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Nous avons tous été testés. Aucun de nous n'est compatible. Donc, vous avez besoin de ma moelle osseuse, conclut Devon d'un ton neutre. C'est pour ça que vous me traquez. Nous t'en supplions, dit Vanessa, de nouvelles larmes coulant. C'est juste un petit garçon de 6 ans. Il se bat tellement, mais les médecins disent « arrêtez ». Devon se leva et se dirigea vers la fenêtre. Portland s'étendait sous un ciel gris. Vous vous pointez après 7 ans en vous attendant à ce que je croie cette histoire. Le timing est étrangement commode. Liam s'avança, déposant des dossiers médicaux sur le bureau de Devon. Tout est là. Le diagnostic, les résultats des tests. Alexander n'a plus beaucoup de temps. Devon parcourut les documents. Il semblait légitime, mais après tout, les Harlow avaient toujours été d'excellents manipulateurs. Pourquoi l'avez-vous amené? Devon fit un signe de tête vers Liam. Mon ancien associé, qui a laissé ma société être détruite. Liam tressaillit. J'ai essayé de les combattre, Devon. Après ta disparition, Frédéric a menacé ma famille. Ils ont systématiquement annulé nos contrats, bloqué nos prêts. Il ne me restait rien à vendre à part l'entreprise. Et maintenant, tu travailles pour Henderson Architecture, observa Devon froidement. J'avais une famille à faire vivre, répondit Liam, les yeux baissés. Devon se tourna pour les regarder tous. Que les choses soient claires. Je ne vous crois pas. Je ne fais confiance à aucun d'entre vous. Si Alexander existe, s'il est mon enfant biologique, et s'il est vraiment malade, j'aurai besoin de vérification de sources indépendantes. Nous fournirons tout ce dont tu as besoin, dit rapidement Vanessa. S'il te plaît, reviens avec nous. Rencontre-le. Il n'a plus beaucoup de temps. Je ne vais nulle part avec vous, déclara fermement Devon. Si vous voulez mon aide, on fait ça à ma façon. Je ferai vérifier tout par ma propre équipe médicale. Si, et seulement si, il confirme votre histoire, j'envisagerai de donner de la moelle osseuse. Rien de plus. Preston s'avança d'un air agressif. Écoute, Mercé, ce n'est pas une négociation. Ce garçon est en train de mourir. Si tu... Si quoi, Henderson? La voix de Devon devint dangereuse. Rappelle-toi, j'ai disparu une fois. Je peux le refaire. Cette fois, même tes algorithmes sophistiqués ne me trouveront pas. Cela les réduisit au silence. Maintenant, continua Devon, vous fournirez des échantillons d'ADN pour confirmer la paternité. Vous accorderez à mon équipe médicale un accès complet au dossier d'Alexander et vous l'autoriserez à effectuer des tests indépendants. Vous ne tenterez pas de me contacter en dehors des paramètres que j'établirai. Et si nous sommes d'accord, demanda Thomas. Alors j'envisagerai d'aider le garçon. Devon retourna à son bureau. Pas pour aucun d'entre vous. Pour un enfant innocent qui n'a jamais demandé à naître dans votre famille. Vanessa se leva, se reprenant. Nous ferons tout ce que tu demandes. S'il te plaît, ne tarde pas trop. Alexander n'a plus beaucoup de temps. Devon appela son assistante. Allison, mes invités s'en vont. Veuillez les raccompagner. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Vanessa se retourna. Je suis désolé, Devon, pour tout. Ce soir-là, à Thanksgiving, je n'ai jamais voulu. Au revoir, Vanessa. Devon l'interrompit,
reportant son attention sur son ordinateur, les congédiant tous. Après leur départ, Devon resta assis, immobile. La maîtrise parfaite qu'il avait maintenue menaçait de se briser. Un fils, peut-être son fils, mourant. Tout cela pouvait être un piège élaboré. Les Harlow étaient certainement capables d'une telle tromperie. Mais si c'était vrai, il prit son téléphone et composa un numéro. « Martin, j'ai besoin de toi à Portland immédiatement et amène le docteur Sanjay avec toi. Nous avons une situation. » Chapitre 5. Lien de sang. 3 jours plus tard, Devon était assis dans une chambre privée du Portland Memorial Hospital, examinant les résultats des tests avec le docteur Eliza Sanjay, une spécialiste qui avait autrefois sauvé la vie de Martin Wolf et lui devait une dette de discrétion. Le test de paternité est concluant, confirma le docteur Sanjay, pointant vers les sections surlignées. Probabilité de 99,99% que vous soyez le père biologique d'Alexander. Et son état, demanda Devon, la voix prudemment neutre. L'expression du docteur Sanjay devint sombre. Le diagnostic est exact. Leucémie myéloïde aiguë, variante agressive. Il a subi 2 cycles de chimiothérapie avec une réponse minimale. Une greffe de moelle osseuse est sa meilleure chance de survie. Et je suis compatible. Les tests préliminaires suggèrent une compatibilité HLA de 9 sur 10, ce qui est excellent pour une relation parent-enfant. Pas parfait, mais très prometteur. Martin Wolf, assis tranquillement dans un coin, prit enfin la parole. Il ne mente pas à ce sujet, Devon. Le garçon est vraiment malade et c'est vraiment ton fils. Devon se leva, arpentant la petite pièce. Cette année de mur soigneusement construit menaçait de s'effondrer. Les Harlow avaient trouvé sa seule vulnérabilité potentielle, un enfant dont ils n'avaient jamais connu l'existence. Et si ce n'est que la première étape? Songea Devon à voix haute. Je donne de la moelle osseuse, je sauve le garçon, et ensuite ils l'utilisent pour me ramener dans leur monde de façon permanente. C'est une possibilité distincte, reconnut Martin. Les Harlow ne font rien sans avoir plusieurs cartes en main. Je veux le voir. Devon se décida soudainement. Pas en leur présence, juste le garçon. Le docteur Sanjay acquiesça. Je peux arranger ça. Il est au Connecticut Children's à Hartford. Je peux faire transférer mes privilèges et vous faire venir en tant que médecin consultant. Faites-le. 2 jours plus tard, Devon se tenait devant une chambre d'hôpital à Hartford, dans le Connecticut, vêtu d'une blouse blanche de médecin avec un badge d'identification l'identifiant comme Dr Davis Morgan. À travers la fenêtre, il pouvait voir une petite silhouette dans le lit, des cheveux noirs comme les siens, une peau pâle, animée malgré les tubulures et le matériel de surveillance pendant qu'il jouait à un jeu vidéo. Le docteur Sanjay apparut à ses côtés. Il passe une bonne journée. Les infirmières disent que c'est un vrai combattant. Est-ce qu'il sait pour moi? Demanda Devon doucement. Ils lui ont dit qu'un donneur compatible avait été trouvé. Rien de plus. Devon prit une profonde inspiration et entra dans la chambre. Alexander leva les yeux, interrompant son jeu. Vous êtes un autre docteur? Demanda le garçon, évaluant Devon avec des yeux étonnamment familiers. Les yeux de Devon. Quelque chose comme ça, répondit Devon, s'approchant du lit. Je suis Davis. Je suis Alex. Vous êtes ici pour me piquer avec plus d'aiguilles? Parce que je suis en train de passer un niveau de boss là. Malgré lui, Devon sourit. Pas d'aiguilles aujourd'hui. Je voulais juste te rencontrer. Vous êtes celui qui va me donner de la nouvelle moelle osseuse? Le franc-parler, une autre caractéristique qu'il partageait apparemment. Peut-être. Alex inclina la tête, étudiant Devon avec une intensité troublante. Vous me ressemblez. Maman a une photo d'un homme qui vous ressemble, mais elle la cache dans sa commode. Devon se figea. Vraiment? Ouais. Elle la regarde parfois quand elle pense que personne n'est là. Elle devient triste après. Alex retourna à son jeu. Vous êtes lui? Qu'est-ce qui te fait demander ça? Alex haussa les épaules sans lever les yeux. Je me demande juste pourquoi elle garderait une photo de quelqu'un qui la rend triste. Ça doit être important. Devon s'assit sur la chaise à côté du lit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit de ton père? Que c'est Preston. Mais je les ai entendus se disputer. Preston a dit que je n'étais pas vraiment le sien. Qu'il a seulement fait semblant à cause de maman. Les doigts d'Alex se déplaçaient avec agilité sur les commandes.
Les adultes pensent que les enfants n'écoutent pas, mais on écoute. Devon regarda le garçon franchir un niveau de jeu complexe avec une stratégie remarquable pour son âge. Est-ce que ça te dérange à propos de Preston? Pas vraiment. Il n'est pas beaucoup là de toute façon. Toujours au travail. Alex vainquit un ennemi numérique avec un geste théâtral. En plus, ça explique pourquoi il ne veut jamais jouer avec moi. On n'aime pas les mêmes choses. Qu'est-ce que tu aimes? Construire des trucs. Dessiner des bâtiments. Maman devient bizarre quand je fais ça. Alex finit par lever les yeux. Alors, vous êtes mon vrai père? La question posée avec une telle désinvolture frappa Devon comme un coup physique. Cette année de distance soigneusement maintenue s'effondrèrent sous le poids de ces 5 mots simples. C'est compliqué, réussit à dire Devon. Les adultes disent toujours ça quand ils ne veulent pas répondre, observa Alex. Mais ce n'est pas compliqué pour moi. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Avant que Devon ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Vanessa entra. Elle se figea en voyant Devon assis à côté du lit d'Alex. « Que fais-tu ici » murmura-t-elle, la peur et la colère se mêlant dans son expression. « Nous avions un accord. »« J'avais besoin de le voir, » répondit calmement Devon, se levant. « Pour confirmer par moi-même. » Alex regarda de l'un à l'autre, la compréhension commençant à poindre. « Alors, c'est vous, l'homme sur la photo ?» Le visage de Vanessa pâlit. « Alexander, mon chéri, c'est une consultation médicale. » Plus de mensonges, Vanessa. Devon la coupa. Il mérite mieux que ça. La tension dans la pièce était palpable. Alex, remarquablement mature pour ses 6 ans, posa sa manette de jeu. « Vous allez me sauver » demanda-t-il directement à Devon. « Oui » répondit Devon sans hésitation. « Je serai ton donneur. »« Merci » dit simplement le garçon, puis reprit sa manette, retournant à son jeu avec la résilience que seuls les enfants possèdent. Dans le couloir à l'extérieur, Vanessa confronta Devon. « Tu n'avais pas le droit de venir ici sans nous le dire. »« J'avais tous les droits » rétorqua froidement Devon. « C'est mon fils, un fait que tu as caché pendant 7 ans. »« J'ai essayé de te retrouver » siffla Vanessa. « Tu as complètement disparu. Et quand tu n'as pas pu me trouver, tu as laissé un autre homme le revendiquer. » La voix de Devon était glaciale. « Dis-moi, Vanessa, si Alexander n'était pas tombé malade, lui aurais-tu jamais dit la vérité? M'aurais-tu jamais recherché? » Le silence de Vanessa était une réponse suffisante. « Je vais donner la moelle osseuse. Que tu sois dévasté ou non. L'intervention aura lieu ici sous la supervision du docteur Sanjay. Après ça, nous discuterons de l'avenir d'Alexander. »« Qu'est-ce que ça veut dire » demanda Vanessa, l'alarme se lisant sur son visage. « Ça veut dire que j'ai passé 7 ans à construire une vie sans l'influence toxique de la famille Harlow. Je ne laisserai pas mon fils grandir étouffé par elle non plus. »« Tu ne peux pas nous l'enlever » dit désespérément Vanessa. « Les tribunaux favorisent toujours la mère, et tu nous as abandonnés. » Devon sourit finement. « J'ai appris quelque chose de ta famille, Vanessa. Comme planifié plusieurs coups à l'avance. Le don aura lieu demain. Après qu'Alexander se soit remis, nous reprendrons cette conversation. » En s'éloignant, Devon calculait déjà. Le plan Oméga avait été conçu pour une rétribution maximale. Il fallait maintenant le modifier, une précision chirurgicale plutôt qu'une destruction totale. Les cibles restaient les mêmes, mais il y avait maintenant un innocent à protéger. Dans sa chambre d'hôtel ce soir-là, Devon appela Martin. « J'ai besoin de tout ce que tu as sur les pratiques commerciales de Preston Henderson. Chaque projet, chaque client, chaque permis. Tu as déjà compilé ça? » « Oui » Martin répondit. « Qu'en est-il des Harlow? » « Tout. Les transactions financières de Frédéric, les œuvres caritatives de Béatrice, les entreprises de Thomas. Je veux tout ça. » Et Vanessa. Devon fit une pause, regardant son téléphone où une photo d'Alexander servait maintenant de fond d'écran. « Trouve-moi les meilleurs avocats spécialisés dans les droits de garde au Connecticut. Le coût n'est pas un problème. »« Ça change tout, tu sais, » dit Martin doucement. « Ton plan était de disparaître à nouveau après avoir rendu justice. »« Les plans changent quand des enfants sont impliqués, » répondit Devon. « Je ne l'abandonnerai pas 2 fois. » Chapitre 6. Ombre du passé.
La procédure de don de moelle osseuse s'est déroulée sans complication. Alors que Devon se remettait dans sa chambre d'opi. Dans une chambre d'hôpital, un visiteur inattendu se présenta. Liam Bennett, son ancien associé. L'infirmière dit « Vous êtes réveillé ?» Liam demanda maladroitement, debout dans l'encadrement de la porte. « Puis-je entrer ?» Devon fit un geste vers la chaise à côté de son lit. « Tu es la dernière personne à laquelle je m'attendais. » Liam s'assit, sa posture exprimant un malaise. « Je devais te parler. Loin des Harlow. Loin de Preston. » À propos de quoi? À propos de ce qui s'est vraiment passé après ta disparition. Liam se pencha en avant. Ils n'ont pas seulement détruit notre entreprise, Devon. Ils m'ont détruit, moi. Ils se sont assurés que je ne pourrais plus jamais travailler en indépendant. Alors tu as rejoint Henderson Architecture. Devon fit cette observation froidement. Je n'avais pas le choix. Ma femme était enceinte de jumeaux. Preston m'a offert un poste à une condition. Je devais céder toute notre ancienne propriété intellectuelle. Nos conceptions, réalisa Devon, le projet Westlake. Liam acquiesça, misérablement. Henderson Architecture s'est attribué tout le mérite de ce que nous avons développé. Les systèmes durables de gestion de l'eau, l'intégration géothermique, tout. Cela explique pourquoi leur projet récent me semble familier. Devon étudia son ancien associé. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que j'en ai marre de vivre sous leur coupe. Liam sortit une clé USB. Elle contient des documents internes d'Henderson Architecture. Des registres financiers, des communications avec les clients, des vols de conception, pas seulement envers nous, mais aussi envers d'autres entreprises. Devon prit la clé. Qu'est-ce que tu attends que je fasse avec ça? Ce que tu veux. Je m'en fiche. Liam se leva. Mes enfants ont 10 ans maintenant. Ils méritent un père qui peut se regarder dans le miroir. Tu réalises que cela pourrait impliquer, toi aussi? Je sais. J'ai fait la paix avec ça. Liam se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. J'aurais dû me battre plus fort. Après le départ de Liam, Devon inséra la clé dans son ordinateur portable. Des heures passèrent alors qu'il examinait le contenu, un registre complet de corruption, de vol de conception, de corruption pour l'obtention de permis, et plus encore. C'était une feuille de route pour détruire Henderson Architecture, et par extension, les Harlow, qui avaient entrelacé leur fortune avec celle de Preston. Mais quelque chose le tracassait. L'information était trop parfaite, trop complète. Pourquoi Liam aurait-il accès à tout cela? Même en tant qu'architecte principal, ses documents financiers et juridiques seraient hors de sa compétence, à moins que... Devon appela Martin. J'ai besoin d'une surveillance de fond sur Liam Bennett depuis une semaine. Qui a-t-il rencontré? Qui l'a contacté? La réponse arriva le soir même. Liam avait rencontré Frédéric Harlow 2 fois et Preston Henderson 3 fois avant de remettre la clé USB. C'est un piège, murmura Devon pour lui-même. Les fichiers étaient authentiques, c'était certain, son analyse initiale le confirmait. Mais l'acte d'y accéder laisserait des empreintes numériques. S'il utilisait cette information, il serait impliqué dans un espionnage industriel. Le Devon d'avant aurait pu tomber dans le panneau. Davis Morgan en savait plus. Pendant sa convalescence, Devon recevait des visites quotidiennes d'Alexander, qui montraient des réactions initiales positives à la greffe. La résilience du garçon impressionnait Devon, tout comme son esprit vif. Lors d'une visite, Alexander apporta des croquis d'architecture, enfantins, mais montrant une véritable conscience spatiale. « Maman se fâche quand je dessine des bâtiments », confia Alexander. Elle dit que ça lui rappelle des choses qu'elle veut oublier. « Aimes-tu les concevoir ?» demanda Devon. Alexander acquiesça avec enthousiasme. « J'aime comprendre comment les choses s'emboîtent. Preston dit que c'est une perte de temps, que je devrais me concentrer sur les affaires comme lui. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que les adultes passent trop de temps à faire des choses qu'ils n'aiment pas, Alexander ajouta des détails à son croquis. Pourquoi voudrais-je faire ça? Devon sourit. Question pertinente. Au 5e jour de sa convalescence, Vanessa vint seule. Elle avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux. Les résultats préliminaires d'Alexander sont encourageants, dit-elle, debout maladroitement au pied de son lit. Les médecins sont optimistes.
bien. Devon posa sa tablette. Y avait-il autre chose? Vanessa hésita, puis s'assit sur la chaise du visiteur. Je veux m'excuser pour cette nuit de Thanksgiving, pour tout. 7 ans plus tard, dit Devon, sa voix neutre. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai eu 7 ans pour réaliser ce que j'ai perdu. Elle croisa son regard directement. Je t'aimais, Devon. Mais ma famille, ils m'ont usé. Ils m'ont fait douter de tout ce qui était bon entre nous. Et Preston? A-t-il aussi contribué à t'user? Vanessa détourna le regard. Preston était le choix de ma famille depuis le début. Quand tu as disparu, c'était pratique pour tout le monde, sauf pour Alexander, que tu as élevé en lui faisant croire qu'un autre homme était son père. Je pensais que tu étais parti pour toujours, murmura-t-elle. Que étais-je censé faire? Devon l'étudia. La femme qu'il avait autrefois aimée assez pour l'épouser, assez pour endurer les dégradations constantes de sa famille. 7 ans les avaient changés tous les deux. Que veux-tu, Vanessa? Vraiment? Elle prit une profonde inspiration. Une seconde chance pour nous. La requête flotta dans l'air entre eux. Autrefois, ces mots auraient tout signifié pour lui. Il n'y a plus de nous, dit Devon finalement. Il n'y a qu'Alexander. Il a besoin d'une famille, une vraie. Il en avait une. Toi et Preston, jusqu'à ce que cela devienne gênant. Les yeux de Vanessa brillèrent d'une colère rare. Ce n'est pas juste. Preston n'a jamais eu d'affinité avec lui. Il a essayé, mais... Alexander n'était pas de son sang. Devon termina. L'obsession de la famille Harlow pour les lignées et l'héritage. Tu ne comprends pas à quel point c'était difficile. Je comprends parfaitement, interrompit Devon. Je comprends que tu es ici non pas parce que tu veux me récupérer, mais parce que tu veux de la sécurité pour Alexander. Preston s'éloigne. Ta famille se soucie des apparences. Et soudain, trouver le père biologique d'Alexander semble être une solution pratique. Vanessa se leva brusquement. Tu es devenu froid, Devon. Je suis devenu lucide. Il y a une différence. Il reprit sa tablette. Nous discuterons de l'avenir d'Alexander une fois qu'il sera stabilisé. D'ici là, je n'ai rien de plus à te dire. Après son départ, Devon fit un autre appel à Martin. J'ai besoin d'une enquête de fond complète sur les activités de Preston Henderson au cours de la dernière année. Concentre-toi sur les éventuelles affaires, les irrégularités financières, tout ce qui sort de sa personnalité publique. À la recherche d'un levier, demanda Martin. Non, répondit Devon. À la recherche de schémas. Les Harlow ne font jamais rien sans calcul. Je veux savoir à quel jeu ils jouent vraiment. Cette nuit-là, Devon reçut un SMS d'un numéro inconnu. Tout le monde dans la famille n'a pas approuvé ce qui t'est arrivé. Certains d'entre nous veulent réparer les choses. Rendez-vous demain, 20h. Chapelle de l'hôpital. Viens seul. L'identité de l'expéditeur était un mystère, mais Devon avait ses soupçons. Le moment choisi pour les messages était trop opportun. Encore un piège peut-être, ou peut-être un véritable allié. Quoi qu'il en soit, il était temps d'accélérer ses plans. Alors que les Harlow et les Henderson le croyaient concentré sur le traitement d'Alexander, Devon avait préparé le terrain. La clé USB que Liam avait fournie, bien qu'elle soit destinée à être un piège, contenait des informations authentiques qui, avec une manipulation appropriée, pouvaient devenir une arme puissante. Devon envoya une réponse au numéro inconnu. J'y serai. Quoi qu'il arrive, il serait prêt. L'échiquier était en place, et il n'avait pas l'intention d'être un pion dans le jeu de qui que ce soit. Cette fois, il serait le joueur, pas la pièce. Chapitre 7. Alliés et ennemis. La chapelle de l'hôpital était vide lorsque Devon arriva à 19h55. Il choisit un siège avec des lignes de vision claires sur les deux entrées et attendit. À précisément 20h, la porte s'ouvrit, révélant la dernière personne à laquelle il s'attendait, Béatrice Harlow, son ancienne belle-mère. « Merci d'être venu, dit-elle, s'installant sur un banc de l'autre côté de l'allée. À 65 ans, Béatrice restait élégante, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, sa posture royale. La curiosité a dépassé la prudence, répondit Devon. Que voulez-vous, Béatrice? Elle l'étudia avec des yeux calculateurs. Vous avez changé. L'homme qui a épousé ma fille n'aurait jamais parlé aussi directement. 7 ans changent les gens.
En effet. Elle ouvrit son sac à main, en sortant un dossier mince. J'ai apporté quelque chose que vous devriez voir. Devon ne fit aucun geste pour le prendre. Pourquoi m'aideriez-vous? Parce que Frédéric est allé trop loin. Sa voix se durcit. Utilisez un enfant, mon petit-fils, comme levier. Il y a des limites, même dans notre monde. Votre mari n'a jamais reconnu les limites. Non, il ne l'a pas fait. Elle plaça le dossier sur le banc entre eux. Mais moi, oui, surtout quand il s'agit de la famille, d'Alexander. Devon réalisa que tout cela visait à le protéger. Béatrix acquiesça. Frédéric voit le garçon comme un autre atout. Preston le voit comme un fardeau. Vanessa le voit comme sa seule valeur restante pour la famille. Personne ne le voit comme un enfant qui mérite mieux, sauf vous et moi. Elle fit un geste vers le dossier. Prenez-le. Il détaille le véritable plan de Frédéric. Prudemment, Devon prit le dossier et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des accords de garde, des transferts de tutelle, des autorisations médicales, tous conçus pour donner à Frédéric Arlo un contrôle total sur Alexander, en particulier sur ses décisions médicales et sur la fiducie d'héritage. Ils utilisent sa maladie, dit Devon calmement, la colère montant, en lisant, en mettant en place une structure où Frédéric contrôle tout, y compris les traitements expérimentaux. Mon mari considère la maladie d'Alexander comme une opportunité, confirma Béatrice, la constitution génétique du garçon, moitié Mercé, moitié Arlo, intéresse certains collègues chercheurs de Frédéric, des combinaisons rares, des marqueurs génétiques uniques. Il veut transformer mon fils en sujet de recherche. Devon réalisa, l'horreur se faisant jour. Ces autorisations permettraient le prélèvement de tissus, des protocoles expérimentaux, le tout au nom de la recherche de remèdes. Bien sûr, termina Béatrice. Très noble en apparence. Très rentable pour les investissements biotechnologiques de Frédéric. Pourquoi me montrez-vous ça? Demanda Devon, sa voix dangereusement calme. Parce que j'ai passé 45 ans à permettre les ambitions de cet homme. Je l'ai vu sacrifier nos enfants sur l'autel de l'héritage. Je ne le regarderai pas faire la même chose à mon petit-fils. Béatrix se leva. Utilisez cette information comme vous le souhaitez. Je n'irai vous l'avoir jamais donnée. Alors qu'elle atteignait la porte, Devon l'appela. Pourquoi maintenant, Béatrice? Après toutes ces années de complicité. Elle s'arrêta, le dos tourné à lui. Parce qu'Alexander me rappelle Thomas avant que Frédéric ne le brise. Plein de créativité et de possibilités. Je n'ai pas pu sauver mon fils. Peut-être pouvez-vous sauver le vôtre. Après son départ, Devon étudia les documents attentivement. Il confirmait ses pires soupçons tout en ouvrant de nouvelles voies pour son plan. Frédéric ne voulait pas seulement le contrôle. Il construisait un empire de la recherche médicale avec Alexander comme pièce maîtresse. Le lendemain matin, Devon rendit visite à Alexander, le trouvant sensiblement plus fort. La couleur était revenue à ses joues et il esquissait à nouveau des bâtiments. Les médecins disent que votre moelle osseuse fonctionne déjà, annonça fièrement Alexander. Ils ont utilisé de grands mots, mais en gros, vous m'avez réparé. Ce sont d'excellentes nouvelles, répondit Devon, s'asseyant à côté du lit. Comment te sens-tu? Mieux, moins fatigué. Alexander poussa son croquis vers Devon. J'ai dessiné une maison. Tu vois, elle a des panneaux solaires et un jardin sur le toit. Devon examina le dessin. Des concepts remarquablement sophistiqués pour un enfant de 6 ans. C'est impressionnant. Tu as pensé à la durabilité. Pépé Frédéric dit que c'est des trucs de stupides écolos, confia Alexander. Mais j'ai vu vos bâtiments en ligne. Ils ont tous des trucs verts. Devon haussa un sourcil. Tu m'as cherché. J'ai 6 ans, pas stupide. Alexander Grant, Davis Morgan, associé chez Bergen Architecture. Vous faites des bâtiments Coles. La révélation qu'Alexander avait fait des recherches sur lui envoya une vague de fierté à Devon. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? Que vous avez disparu il y a 7 ans avec un nom différent. C'est à ce moment-là que maman est devenue triste sur les photos. Alexander leva les yeux. Pourquoi êtes-vous parti? La franchise de la question méritait l'honnêteté. Parce que j'ai été blessé. La famille de ta mère m'a fait sentir que je n'étais pas assez bien. Pépé fait ça à tout le monde, observa Alexander. Même maman, surtout maman.
Avant que Devon ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Preston Henderson entra. Il se figea. À la vue de Devon. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Preston. « Je rends visite à mon fils » répondit Devon calmement. « Un problème » La mâchoire de Preston se crispa. « Alexander, ta grand-mère Béatrice est dans le couloir. Elle t'a apporté quelque chose. Pourquoi n'irais-tu pas la voir » Une fois qu'Alexander fut parti, Preston ferma la porte. « Soyons clairs, merci. Vous avez fourni de la moelle osseuse. Nous vous en sommes reconnaissants, mais cela ne fait pas de vous son père. La biologie dit le contraire. La biologie n'est pas tout. » Preston répliqua sèchement. « Je l'ai élevé pendant 6 ans pendant que vous jouiez à l'architecte à Portland. »« Parce que je ne savais pas qu'il existait » rétorqua Devon. « Un fait qu'on m'a délibérément caché. » Preston ricana. « Vanessa a essayé de vous trouver. Vous avez complètement disparu et vous êtes arrivé très opportunément. » Devon pencha la tête. « Dites-moi, était-ce votre idée d'épouser Vanessa immédiatement après ma disparition ou celle de Frédéric ?» Un éclair de malaise traversa le visage de Preston. « Ce n'est plus pertinent maintenant. »« Vraiment ?» Devon se leva. « Je ne trouve rien d'inutile dans cette situation. Surtout pas les projets de Frédéric pour l'avenir médical d'Alexander. » Preston pâlit légèrement. « De quoi parlez-vous ? » Les protocoles de recherche, les autorisations de prélèvement de tissus, les traitements expérimentaux mis en place grâce aux relations de Frédéric dans le domaine de la biotechnologie. Ce sont des affaires de famille privée, dit Preston avec raideur. Exactement. Des affaires de famille, Devon se rapprocha. Et je suis la famille d'Alexander, sa vraie famille. Vous ne comprendriez pas les complexités. Je comprends parfaitement, interrompit Devon. Frédéric voit une rare opportunité génétique. Vous voyez un fardeau et un rappel que Vanessa ne vous a jamais vraiment choisi. Et quelque part dans cette situation tordue, il y a mon fils qui est traité comme une marchandise plutôt que comme un enfant. L'expression de Preston se durcit. Faites attention, merci. Vous dépassez vos compétences. Non, Henderson. Pour la première fois depuis 7 ans, je suis exactement là où je dois être. Devon se dirigea vers la porte. Transmettez un message de ma part à Frédéric. Le jeu a changé. Alors que Devon descendait le couloir, il salua poliment Béatrice, qui montrait à Alexander un kit de construction de maquette. Elle croisa son regard brièvement, une reconnaissance silencieuse passa entre eux. Cet après-midi-là, Devon rencontra Martin et le docteur Sanjay dans sa suite d'hôtel. Le piège qu'ils avaient tendu avec la clé USB de Liam était sophistiqué. Martin rapporta, si vous aviez utilisé ces informations directement, ils auraient eu des motifs pour des accusations d'espionnage industriel et une ordonnance restrictive vous interdisant d'approcher Alexander. Heureusement, nous sommes plus intelligents que ça, répondit Devon. Qu'en est-il de Preston ? Vos soupçons étaient corrects. Il vide systématiquement les comptes joints avec Vanessa depuis 1 an, met en place des avoirs offshore, se prépare à la séparation et aux relations de Frédéric dans le domaine de la biotechnologie. Le docteur Sanjay prit le relais. En ce qui concerne Génécor Thérapeutique, son principal investissement a été de faire passer des protocoles expérimentaux par les voies rapides de la FDA en les catégorisant comme une utilisation compassionnelle pour les patients en phase terminale. Utiliser les mourants comme sujet de test, dit Devon d'un ton sombre. Essentiellement, oui. Leur taux de réussite est abyssal, mais la valeur de leurs actions ne cesse d'augmenter grâce aux relations de Frédéric. Devon se tourna vers la fenêtre, réfléchissant. Donc, Frédéric obtient des données de recherche d'Alexander. Preston se retire financièrement avant que le mariage n'implose et Vanessa se retrouve sans rien, à l'exception d'un enfant malade qui est utilisé comme cobaye. Cela résume assez bien la situation, confirma Martin. Quelle est notre contre-attaque ? Devon se retourna, son expression résolue. Nous les détruisons tous, mais nous protégeons Alexander et Vanessa. Vanessa, demanda Martin, surpris après ce qu'elle a fait. C'est la mère d'Alexander et elle est autant victime des manigances de Frédéric que n'importe qui d'autre. La voix de Devon s'adoucit légèrement. Elle a fait des choix terribles, mais elle aime notre fils. Quel est le plan ? Demanda le docteur Sanjay. Tout d'abord, nous assurons la sécurité médicale d'Alexander. Docteur Sanjay, je veux que vous demandiez une surveillance médicale d'urgence en raison de problèmes de conflit d'intérêts.
Utilisez vos références et vos relations. Elle acquiesça. J'aurai besoin de documents. Vous les aurez demain matin. Martin, contactez le bureau des lanceurs d'alerte de la SEC. Nous allons dénoncer comme il se doit le délit d'initié de Jean Corr et de Frédéric en mettant en place des protections. Et pour Preston, un sourire froid traversa le visage de Devon, j'ai quelque chose de spécial. Contactez Nina Reeves, l'enquêtrice qui m'a retrouvé. J'ai un travail pour elle. Au cours des 3 jours suivants, Devon mit son plan à exécution. Alors que les Harlow le croyaient uniquement concentré sur les progrès médicaux d'Alexander, il démantelait méthodiquement les fondations de leur empire. Au matin du 4e jour, Devon rendit visite à Alexander avec une proposition inattendue. « Comment aimerais-tu voir mon bureau à Portland » demanda-t-il nonchalamment alors qu'ils travaillaient ensemble sur des croquis architecturaux. Les yeux d'Alexander s'écarquillèrent. « Vraiment ? Je peux ? Si ta mère est d'accord. Je pensais que peut-être, quand tu seras complètement rétabli, vous pourriez tous les deux venir. Voir où je travaille, ce que je fais. Tu laisserais maman venir aussi, demanda Alexander, surpris. Bien sûr. C'est ta mère, non? Alexander l'étudia avec ce regard étrangement perspicace. Essaies-tu de m'éloigner d'elle? Non, répondit Devon honnêtement. J'essaie de te donner des options. Une vie au-delà de ce que Frédéric a prévu pour toi. Je n'aime pas les plans de grand-père Frédéric, confia Alexander. Il parle de moi comme si j'étais l'un de ses projets scientifiques. Vous l'avez entendu en discuter? Alexander hocha la tête solennellement. Les adultes pensent que les enfants ne comprennent pas les grands mots, mais moi oui. Séquençage du génome, protocole de régénération cellulaire, actif de recherche exclusif. Il prononça chaque terme avec soin. Je les ai cherchés. Devon ressentit une vague de fierté et d'inquiétude. Tu es très ingénieux. Maman dit que je tiens ça de toi. Alexander ajouta des détails à son croquis. C'est vrai? Peut-être, bien que ta mère soit elle-même assez ingénieuse d'une manière différente. Tu vas l'aider aussi, demanda Alexander, toujours concentré sur son dessin. Elle pleure beaucoup quand elle pense que je suis endormi. Preston l'a fait pleurer. La simple observation renforça la détermination de Devon. Oui, Alexander. Je vais aider ta mère, aussi. Ce soir-là, Vanessa vint dans la chambre d'hôtel de Devon comme demandé. Elle avait l'air nerveuse, tournant sa bague de mariage. Vous vouliez me voir? Devon fit un geste vers le coin salon. Nous devons parler de ce qui va se passer ensuite. Si c'est une question de garde, il s'agit de protéger Alexander de votre père, interrompit Devon. Et de Preston, Vanessa s'effondra sur une chaise. De quoi parlez-vous? Devon lui montra les documents que Béatrice avait fournis, ainsi que les informations supplémentaires que son équipe avait recueillies. Pendant que Vanessa lisait, son visage se vida de toutes couleurs. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Papa ne ferait pas ça. Preston ne le pourrait pas. Ils le feraient, et ils le font, déclara Devon catégoriquement. Votre père voit Alexander comme une opportunité de recherche. Preston le voit comme un inconvénient à gérer jusqu'à ce qu'il puisse se retirer de votre mariage avec ses finances intactes. Des larmes coulèrent sur les joues de Vanessa. Je savais que les choses allaient mal, mais, vous avez un choix à faire, continua Devon. Continuez comme vous l'avez fait, en laissant votre père contrôler votre vie et l'avenir d'Alexander, ou vous libérer. Comment? Demanda-t-elle, brisée. Le nom Harlow est tout ce que j'ai. Tout ce qu'Alexander a. Ce n'est pas vrai. Devon se pencha en avant. Vous m'avez moi. Vanessa leva les yeux, la confusion évidente. Après tout ce que je vous ai fait, il ne s'agit pas de vous et moi, Vanessa. Il s'agit d'Alexander. La voix de Devon s'adoucit légèrement. Il vous aime. Il est inquiet pour vous, et il mérite mieux que d'être pris entre les ambitions de Frédéric et le ressentiment de Preston. Que suggérez-vous? Un nouvel arrangement. Alexander partage son temps entre nous. Vous divorcez de Preston avant qu'il ne puisse mettre en œuvre son plan d'extraction financière. Mon équipe juridique veillera à ce que vous receviez un règlement équitable que Frédéric ne pourra pas toucher. Et qu'est-ce que vous retirez de tout cela? Demanda Vanessa, la suspicion se mêlant à l'espoir. Mon fils, répondit simplement Devon, et la satisfaction de voir les plans soigneusement élaborés de Frédéric s'effondrer.
Vanessa fixa à nouveau les documents. Si je suis d'accord, qu'advient-il de ma famille? De Preston? Cela dépend d'eux. L'expression de Devon se durcit. Mais je ne vous mentirai pas. Votre père et Preston ont commis de multiples violations juridiques et éthiques. Les conséquences seront importantes. Vous allez les détruire. Réalisa Vanessa. Je vais les dénoncer. Corrigea Devon. Ce qui se passe après cela dépend des autorités et de leurs actionnaires. Vanessa resta silencieuse pendant un long moment. Des années de conditionnement luttant contre l'instinct maternel. Finalement, elle leva les yeux, avec quelque chose comme de la résolution dans ses yeux. Alexander passe en premier, dit-elle tranquillement. Quoi qu'il en coûte pour le protéger. Devon acquiesça, lui tendant la main. Partenaire dans cette affaire alors? Vanessa hésita, puis la prit. Partenaire. Chapitre 8. La revanche de l'architecte. Une semaine plus tard, Devon se tenait dans l'encadrement de la porte de la chambre d'hôpital d'Alexander, regardant son fils ranger ses affaires. La greffe de moelle osseuse avait été remarquablement réussie, le corps d'Alexander acceptant les nouvelles cellules avec un minimum de complications. Les médecins l'avaient autorisé à sortir avec une surveillance ambulatoire régulière. Prêt à rentrer à la maison? Demanda Devon. Alexander leva les yeux. Dans quelle maison? Chez maman ou chez toi? Chez ta mère pour le moment, mais je serai dans les environs. J'ai loué un endroit à Hartford pendant que nous réglons tout. Tu viens au dîner de Thanksgiving? Demanda Alexander innocemment. C'est la semaine prochaine. La question frappa Devon avec une force inattendue. Thanksgiving? L'anniversaire de son départ il y a 7 ans. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Pourquoi pas? Tu es mon père. Avant que Devon ne puisse répondre, Vanessa apparut dans l'encadrement de la porte derrière lui. En fait, Alexander, nous faisons quelque chose de différent pour Thanksgiving cette année. Juste nous trois dans un restaurant. Le visage d'Alexander s'illumina. Vraiment? Pas de grand-père Frédéric fait des conférences sur les marchés boursiers. Pas cette année, confirma Vanessa, échangeant un regard significatif avec Devon. La semaine passée avait transformé leur relation, pas en romance. Ce pont avait complètement brûlé, mais une alliance hésitante s'était formée à partir d'une préoccupation commune pour leur fils. Vanessa avait demandé le divorce de Preston 2 jours plus tôt en utilisant les documents fournis par Devon pour assurer des protections financières d'urgence. La réaction de Frédéric avait été prévisiblement volcanique. Menaces, manipulations, tentative de geler les comptes de Vanessa, toutes neutralisées par les préparatifs que Devon avait faits. Le doyen des Harlow ne réalisait pas encore la véritable ampleur de ce qui allait arriver. Alors qu'ils aidaient Alexander à rassembler ses affaires, le téléphone de Devon vibra avec un SMS de Martin. Opération Eclipse en cours d'initiation. Compte à rebours de 60 minutes. Tout va bien? Demanda Vanessa, remarquant son expression. Timing parfait, répondit Devon. Alexander, aimerais-tu qu'on s'arrête pour une glace en rentrant à la maison avant le déjeuner? Alexander demanda avec scepticisme. Des circonstances spéciales exigent des gâteries spéciales. Alors qu'il quittait l'hôpital, Devon aperçut Nina Reeves sur le parking, hochant légèrement la tête dans sa direction. L'enquêtrice était devenue une alliée inattendue, dégoûtée par ce qu'elle avait découvert sur les intentions des Harlow pour Alexander. Le glacier familial du centre-ville de Hartford était calme un mardi matin. Alors qu'Alexander hésitait entre les saveurs, le téléphone de Devon vibra à nouveau. Eclipse activé. Allumez les informations. Vanessa, dit Devon tranquillement. Vous devriez peut-être voir ça. Il ouvrit un flux d'informations financières sur sa tablette. Le titre défilait en bas. Dernière heure, la SEC perquisitionne Genor Thérapeutique au milieu d'allégations de délit d'initié. Harlow Investissement fait l'objet d'une enquête. La main de Vanessa vola à sa bouche. Ça arrive, murmura-t-elle. Vous l'avez vraiment fait. Ce n'est que le début, répondit Devon tout aussi calmement. Preston est le prochain. Puis votre père personnellement. Qu'est-ce qui va leur arriver exactement? Ruine financière, accusations criminelles possibles, poursuites civiles certaines de la part des actionnaires et des familles des sujets de recherche. La voix de Devon était détachée, clinique. Frédéric a construit son empire sur l'exploitation et la corruption. Je ne fais que le mettre en lumière.
Avant que Vanessa ne puisse répondre, Alexander revint avec sa sélection de glaces. Alors qu'ils étaient assis à une table d'angle, le téléphone de Devon R. Frédéric Carlo, dois-je répondre, demanda Devon à Vanessa. Elle hésita, puis acquiesça. Mets le haut-parleur. Alexander. Chérie, pourquoi n'irais-tu pas regarder le bar à garniture? Une fois Alexander hors de portée, Devon répondit. Frédéric, quelle surprise. Espèce d'ordure malveillante. Frédéric grogna. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Exposer tes protocoles illégaux de recherche médicale? Révéler tes délits d'initié? Ou parles-tu des preuves que j'ai fournies au fonds de pension qui finance ton style de vie, concernant le détournement de leurs investissements? Tu ne t'en tireras pas, menaça Frédéric. Je t'ai créé une fois. Je peux te détruire de nouveau. Non, Frédéric, tu ne peux pas. La voix de Devon restait calme. Parce que cette fois, je ne suis pas l'architecte désespéré qui essaie de plaire à la famille de sa femme. Je suis l'homme qui t'a surpassé à ton propre jeu. Vanessa ne te choisira jamais au détriment de sa famille, déclara Frédéric. Les liens du sang sont plus forts que tout. Pourquoi ne le lui demandes-tu pas toi-même? Devon posa le téléphone sur la table entre eux. Vanessa le fixa longuement. Des années de conditionnement et de peur étaient visibles dans son expression. Puis elle se redressa, quelque chose se durcissant dans son regard. C'est fini, papa, dit-elle clairement. Ce que tu as prévu pour Alexander? C'est impardonnable. Ne fais pas de cinéma, rétorqua Frédéric. Tout ce que j'ai fait, c'était pour l'héritage de cette famille. Pour ton avenir, pour l'avenir d'Alexander. Non, répondit Vanessa, sa voix se faisant plus forte. C'était pour ton ego, ton empire, ton contrôle. Alexander n'est pas un sujet de recherche. C'est un petit garçon qui mérite d'être protégé de tes ambitions. Tu es ingrat. Au revoir, Frédéric. Devon interrompit, mettant fin à l'appel. Il regarda Vanessa avec un respect nouveau. Ça n'a pas dû être facile. Elle prit une respiration tremblante. C'est trop tard, mais mieux que jamais. Alexander revint avec une petite montagne de vermicelle sur sa glace, tout en bavardant joyeusement de ses idées architecturales. Le téléphone de Devon continua de vibrer avec les mises à jour de Martin. L'action de Henderson Architecture en baisse de 42% et en chute libre. Preston Henderson nommé dans une enquête fédérale sur une fraude au permis de construire. Le conseil d'administration de Gênes Corvote pour destituer Frédéric Arlo de son poste de président. Le soir venu, l'ampleur totale de la vengeance de Devon était devenue claire. L'empire Arlo Henderson, soigneusement construit, s'effondrait sous le poids de la corruption exposée. Preston avait été arrêté pour fraude financière. Frédéric était barricadé dans son bureau avec des avocats pendant que des agents fédéraux exécutaient des mandats de perquisition. Pendant tout ce temps, Devon conserva son calme, emmenant Alexander à l'appartement de Vanessa comme prévu, l'aidant à installer son nouveau jeu de construction, discutant des plans préliminaires pour des visites à Portland. Ce n'est qu'après qu'Alexander se fut couché que Vanessa l'affronta. « Tu as planifié ça pendant 7 ans, n'est-ce pas » demanda-t-elle alors qu'ils étaient assis dans son salon. « Pas exactement ça, » admit Devon. « À l'origine, mon plan était une destruction pure et simple. Ruine financière et sociale complète pour toutes les personnes impliquées dans ce qui s'est passé cette nuit-là. Qu'est-ce qui a changé? Alexander. » L'expression de Devon s'adoucit légèrement. La vengeance devient plus compliquée quand des vies innocentes sont en jeu, Vanessa l'étudia. Tu es différent. Plus dur, plus froid. Oui, acquiesça Devon simplement. 7 ans à construire une vie sans le message constant que je n'étais pas assez bien m'ont changé. Je suis désolé, dit Vanessa soudainement, pour cette nuit-là, pour ce que j'ai dit, pour les avoir laissés empoisonner tout ce qu'il y avait entre nous. Devon la regarda attentivement. Je crois que tu le hais, mais ça ne change rien entre nous. Je sais. Elle regarda vers la chambre d'Alexander. Mais ça change les choses pour lui. Il a un père maintenant, un vrai, et une mère qui est enfin libérée du contrôle de Frédéric. Ça compte aussi, ajouta Devon. Le téléphone de Vanessa sonna. Béatrice. Elle répondit avec hésitation, écoutant pendant plusieurs minutes avant de répondre. Je comprends, mère. Non, je ne vous blâme pas. Oui, il peut rester avec vous jusqu'à ce que les choses se calment. Elle raccrocha,
se tournant vers Devon. Thomas fait une dépression nerveuse. Preston a essayé de l'impliquer dans le système de fraude au permis de construire. Est-ce qu'il ira bien? Finalement, Mère le protégera. Vanessa soupira profondément. Elle nous a toujours protégés autant qu'elle le pouvait. D'où les documents qu'elle m'a fournis, observa Devon. Vanessa parut surprise. Mère vous a aidé? À sa manière, elle a ses propres regrets. Devon se leva. Je devrais y aller. La journée a été longue et demain sera plus longue encore. Les avocats veulent se rencontrer à 9 heures. Pour discuter de l'arrangement de garde, confirma Vanessa. Garde conjointe, lui rappela Devon. Temps égal, droit de regard égal sur son avenir. Je sais. Vanessa le conduisit jusqu'à la porte. Merci de l'avoir sauvé, de ne pas me l'avoir enlevé complètement. Tu aurais pu. Cela m'aurait rendu comme Frédéric, répondit Devon. Utiliser un enfant comme une arme, Alexander mérite mieux. Alors qu'il se tournait pour partir, Vanessa posa une dernière question. Est-ce que tu me pardonneras un jour? Vraiment? Devon fit une pause, j'y réfléchis. Non, dit-il finalement. Certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées. Mais pour le bien d'Alexander, nous pouvons construire quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux que le pardon. Quoi donc? Le respect, répondit Devon. Et peut-être, à terme, la confiance. Chapitre 9. Fondation. 3 mois plus tard, Devon se tenait sur la plateforme d'observation de la plus haute tour de Portland, Alexander à ses côtés, tous deux admirant la ville qui s'étendait en contrebas. C'est immense, s'exclama Alexander en se pressant contre la vitre. Est-ce qu'on peut voir tes bâtiments d'ici? Quelques-uns, dit Devon. Il pointa du doigt la rivière. C'est le centre culturel Riverside que nous avons conçu l'année dernière. Et là-bas, c'est le lotissement de logements durables. Alexander étudia chaque bâtiment avec attention. Ils sont encore plus qu'au vrai que sur les photos. C'était la première visite d'Alexander à Portland, dans le cadre de leur nouvel arrangement de garde. Une semaine avec Devon chaque mois, plus les vacances partagées entre les parents. La transition s'était déroulée plus facilement que prévu, Alexander s'adaptant à la nouvelle réalité avec une résilience remarquable. « Comment aimes-tu ton séjour chez moi » demanda Devon alors qu'il prenait l'ascenseur pour descendre. « C'est génial » s'enthousiasma Alexander. « Le jardin sur le toit, c'est le meilleur. Est-ce qu'on pourra y cultiver des légumes la prochaine fois que je viendrai? Absolument. On concevra le plan ensemble. Alors qu'il marchait vers l'appartement de Devon, dans le centre-ville, il réfléchit au changement des derniers mois. L'Empire Arlo s'était effondré de façon spectaculaire. Frédéric était accusé de multiples chefs d'accusation fédéraux pour fraude sur les valeurs mobilières, délits d'initié et violation de la recherche. Preston avait accepté un accord de plaidoyer, impliquant d'autres personnes pour réduire sa propre peine. Thomas était entré en cure de désintoxication pour des problèmes de toxicomanie, enfin libéré de l'influence toxique de Frédéric. Béatrice s'en était sortie relativement indemne, s'étant discrètement éloignée des affaires de son mari des années auparavant. Et Vanessa. Elle avait surpris tout le monde, y compris Devon. Libérée du contrôle de Frédéric et de la manipulation de Preston, elle était revenue à sa passion initiale, l'histoire de l'art, obtenant un poste dans un petit musée de Hartford. La femme qui s'était autrefois définie entièrement par le nom de sa famille construisait avec prudence une identité indépendante. Papa. La voix d'Alexander tira Devon de ses pensées. Je peux te demander quelque chose? Le mot « papa » prenait encore Devon au dépourvu, un choc chaleureux à chaque fois qu'Alexander l'utilisait. Bien sûr. Est-ce que tu es encore fâché contre maman pour ce qui s'est passé avant? Devon réfléchit attentivement à sa réponse. Je ne suis plus fâché. Mais certaines choses ne peuvent pas être défaites ou oubliées. C'est comme quand Preston a cassé mon robot et qu'il s'est excusé, mais qu'il ne le pensait pas vraiment. Quelque chose comme ça. Devon répondit, impressionné par la perception de son fils. Mais ta mère et moi nous engageons à te donner le meilleur de nous deux. C'est ce qui compte maintenant. Bien. Alexander acquiesça avec détermination. Parce que j'ai fait quelque chose pour vous deux. Ce soir-là, alors qu'il préparait le dîner dans l'appartement de Devon, Alexander présenta sa création, un modèle architectural détaillé fabriqué à partir de matériaux que Devon gardait dans son bureau à domicile.
Il montrait 3 structures reliées par des ponts, entourées de jardins. Celle-ci, c'est ta maison, expliqua Alexander, pointant du doigt une structure moderniste. Celle-ci, c'est celle de maman. Et celle-ci, plus petite, au milieu, c'est la mienne. Tu vois les ponts? Pour que je puisse passer facilement de l'une à l'autre. La prévenance de la conception, la façon dont Alexander avait traité sa nouvelle réalité et en avait créé quelque chose de beau, ému profondément Devon. C'est génial, dit-il doucement. Tu as un vrai talent. Maman dit que je tiens ça de toi, répondit fièrement Alexander. Elle garde tous mes dessins dans un portfolio spécial. Plus tard, après qu'Alexander se fut couché, Devon appela Vanessa comme convenu pour donner leur compte-rendu quotidien. Il s'installe bien, rapporta Devon. Il a conçu un modèle architectural remarquable aujourd'hui. Les maisons reliées, demanda Vanessa. Il a dessiné des variations pendant des semaines. Tu l'as vu. Il voulait qu'il soit parfait avant de te le montrer. Une pause. Tu l'inspires. Tu sais, il parle constamment de tes bâtiments. La conversation continua facilement, 2 coparents discutant de la journée de leur enfant, de ses intérêts, de ses progrès. Pas des amis, certainement pas des amants, mais des partenaires dans le projet le plus important de leur vie. Après avoir raccroché, Devon se tint sur son balcon, surplombant Portland. 7 ans auparavant, il avait quitté le Connecticut sans rien d'autre que de la détermination et de la rage. Maintenant, il avait quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé, un fils, un avenir au-delà de la vengeance. La phase finale de son plan s'était exécutée à la perfection. Frédéric Arlo mourrait probablement en prison. Preston Henderson avait tout perdu. Son entreprise, sa réputation, sa liberté. Le nom Arlo, autrefois synonyme de pouvoir et d'influence, apparaissait désormais dans les titres aux côtés de mots comme fraude et corruption. Pourtant, la victoire était différente de ce que Devon avait imaginé pendant ces années de planification. Moins axée sur la destruction et davantage sur la construction de quelque chose de nouveau à partir des ruines. Son téléphone vibra avec un texto de Martin. Les actifs finaux de Henderson Architecture ont été liquidés aujourd'hui. Transfert terminé. Vous possédez maintenant tout ce qu'ils vous ont volé. Devon sourit froidement. L'ironie suprême. Il avait racheté tous les plans et les innovations que Preston avait volés, ainsi que la prestigieuse liste de clients bâtis sur ce travail volé. L'empire architectural que Frédéric et Preston avaient construit appartenait maintenant à l'homme qu'ils avaient autrefois moqué comme un raté. Dans sa chambre, Alexander dormait paisiblement, ignorant le dernier coup du long jeu de son père. Quand il serait plus âgé, peut-être Devon lui expliquerait-il tout. Ou peut-être pas. Certains héritages ne valaient pas la peine d'être transmis. Demain, il se rendrait chez Russell Bergen pour discuter de l'expansion de l'entreprise. Le mois prochain, Alexander retournerait à Hartford, chez sa mère et à son école. Le schéma continuerait. 2 maisons, 2 parents engagés envers son bien-être, si ce n'est l'un envers l'autre. Ce n'était pas le pardon. Devon Mercer, maintenant légalement Davis Morgan de nouveau, ne croyait pas au pardon. La nuit de Thanksgiving où Vanessa avait ri et l'avait appelé, l'erreur du mariage avait brisé quelque chose d'irréparable entre eux. Mais de cette rupture, quelque chose d'inattendu avait grandi. Pas une réconciliation, pas un pardon, mais peut-être quelque chose de plus durable. Une fondation bâtie sur des vérités difficiles plutôt que sur des mensonges confortables. Alors que les lumières de Portland scintillaient en contrebas, Devon fit une promesse silencieuse au garçon endormi au bout du couloir. Le cycle se terminerait ici. L'amertume qui avait défini l'héritage Arlo ne toucherait pas Alexander. Il n'hériterait que de la force, de la résilience, de la capacité de construire plutôt que de détruire. Ce serait la véritable vengeance de Devon. Élever un fils qui ne deviendrait jamais le genre d'homme que Frédéric Arlo avait été. Un fils qui construirait des ponts plutôt que de les brûler. Et en cela résidait peut-être une forme de rédemption que ni Devon ni Vanessa n'avaient anticipée, pas pour eux-mêmes, mais pour l'avenir qu'ils avaient créé ensemble. C'est ici que notre histoire prend fin. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si cette histoire vous a plu, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai.